Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Dans l'actualité de ce jeudi 22 octobre, un sursis pour les salariés de France Antilles. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre examinait ce matin le plan de redressement judiciaire. Il avait été mis en place en mai dernier en raison de la situation économique du quotidien. Sur les 49 postes menacés, 20 ont pu être sauvés. Les salariés ont également obtenu un sursis de 6 mois, même si une mise au point sera faite le 14 janvier prochain. Je vous propose tout de suite d'ailleurs d'écouter les précisions de Fabrice Mtoumo. C'est le représentant du personnel de France Antilles. Il est interrogé par Patrick Curie. Là, ça qui passe, c'est simplement renvoi à plan social là, pour une période de 3 mois encore. Donc nous sommes venus de votre tribunal là, le 14 janvier. Parce qu'au gré à tout ça qui a passé, au gré à la négociation que nous menons pendant plus de 3 mois là, avec direction là, concernant un certain nombre de licenciements, dont 49 postes, et que nous avons négocié, aussi on peut dire que nous avons acheté à peu près une vingtaine de postes. Donc nous négocié et à la négociation là, nous sommes arrivés en bout là. Et donc c'est pour ça que ces messieurs demandé un plan de continuation de l'activité afin de mettre en place licenciement là à les salariés concernés. Normalement, il y a demandé 6 mois, mais c'est au bout à tribunal le 14 janvier qu'il y a ça réellement. Pour l'instant, c'est 3 mois qui est prévu parce que c'est le 14 janvier nous avons jugé encore. Et on reste dans l'actualité sociale avec ce mouvement depuis ce matin des salariés de 2 enseignes du groupe SGDM. À Jarry, les sites de Mercedes et de Audi sont fermés aujourd'hui. L'un des salariés se dit victime de harcèlement. Les précisions de Muriel Barlagne. Franz Caraïbe, délégué syndical de l'UGTG, est-il victime de harcèlement? Mécanicien à Mitsubishi depuis 11 ans, l'une des marques distribuées par la société SGDM, il se serait vu proposer un poste de laveur dans une autre société à l'occasion de ce qui semble être une restructuration. Les rencontres avec l'UEC-UGTG n'auraient débouché que sur des propositions irrecevables par le syndicat, d'où le blocage des sites de Mercedes et de Audi à Jarry. Puis encore, ça que la loi a interdit, c'est de payer qu'un employeur paye un salarié à ne rien faire. Et ces jours-là, depuis le 14 septembre, directeur là, Olivier de Périgny, directeur à Kazaï, qui a payé. Conseil, mais nous avons dit, à part repos nous besoin, c'est travail nous besoin, c'est dignité que nous besoin, et nous avons lutté et nous avons gommé pour qu'on ait un poste de travail. Pour l'UEC-UGTG, il s'agit bien là d'un cas de harcèlement. Les délégués syndicaux seraient dans la ligne de mire. C'est tout à fait un harcèlement dans la mesure que l'entreprise là, ça gêne plus d'une trentaine de salariés. Et la médecine du travail intervient parce de constater en série de pathologies mentales, en série de souffrances au travail. Et même dernièrement, camarade a été fait en malaise. Et nous voyons directeur là, et d'autres cadres passés, ils ont laissé à là, et c'est les salariés qui étaient obligés de crier les pompiers. Et les travailleurs qui vivent en série de dispositions, en série de harcèlement, et principalement les délégués, les représentants syndicaux, parce que tenir d'autres camarades dans d'autres organisations syndicales aussi par la pression Chapati. Pour la centrale syndicale, la guerre est déclarée. Elle compte étendre son mouvement à toutes les enseignes appartenant à la société SGDM si Franz Caraïbe ne réintègre pas son poste. La colère à présent des habitants des quartiers nord-ouest de Pointe-à-Pitre. Depuis plusieurs semaines, ils se plaignent notamment du manque de concertation avec leur principal bailleur social, la SIG. La Société immobilière de Guadeloupe, de son côté, est surprise car pour elle, il n'y a jamais eu de rupture de dialogue. Les précisions de Karine Gielman. Elle se ferme de seul côté. Donc quand il pleut, j'ai de l'eau en abondance. De mon abondance, il n'y a pas de baie vitrée là, malheureusement, quand je les ai prévenus de ce problème-là, ils ne sont toujours pas parvenus. Donc voilà, et je vais vous montrer où j'ai déposé l'autre baie vitrée qui a failli tomber sur mon fils. Elle est juste là. Ça fait déjà 1 an qu'elle est positionnée au même endroit. Ça fait déjà pas mal de temps. Manque de concertation ou désinformation sur la situation des locataires de la résidence Paul Antonius. Quoi qu'il en soit, il est clair que les résidents font face à d'importantes malfaçons, voire des manquements à la sécurité. Le collectif, représentant des locataires, et la SIG, le bailleur, ont une interprétation différente de la situation.
Première pomme de discorde, la fréquence des rencontres. À la suite de la conférence de presse que nous avons fait à Rimini-Souta, que la SIG nous a convoqués hier pour retenir nos doléances. Nous avons été assez surpris de la conférence de presse des associations, puisque nous avions une réunion programmée avec eux le 8 octobre à laquelle ils n'ont pas pu participer. Donc nous étions dans une démarche d'échange et il a été programmé donc, en remplacement de cette réunion du 8 octobre, une réunion hier le 20 octobre avec eux où nous avons discuté des différents sujets qu'ils souhaitaient aborder, qui ne touchent pas uniquement le projet de rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre. Ensuite, des accords sur la fermeture de l'agence de la SIG à Miquel, agence où les locataires venaient jusqu'à présent payer leur loyer. De nouveaux locaux doivent voir le jour à Pointe-à-Pitre. Pour l'heure, l'agence de Miquel est toujours ouverte. Donc, pour des raisons de sécurité, suite notamment à l'agression de l'agence SICOA de Grand Camp, nous avons souhaité mettre en sécurité les agents et fermer donc cette agence de Pointe-à-Pitre en attendant le redéploiement dans des conditions plus favorables au mois de mars sur le stade. La majorité des gens, prenons le cas de quelqu'un qui habite à Lizy-Mathieu, pour s'y rendre à Miquel, cette personne n'a pas de moyen de locomotion personnelle. Comment qu'il va le faire? Nous voyons où qu'ils veulent aller, amener ces gens-là vers des prélèvements automatiques. Mais nous disons que cela ne doit pas se faire. Il faut que ce soit la personne qui choisit son mode de paiement. Mais nous disons aussi qu'il n'est pas question que l'agence de Miquel soit fermée et que les gens soient obligés, pour payer leur loyer, de s'y rendre jusqu'à la SIG. Parce qu'à Grand Camp, il y a déjà tout l'ensemble des appartements qui se trouvent à Grand Camp. Alors, si vous y rajoutez Montenol, Henri IV, Bergevin, Chanzy, Lizy-Mathieu, Georges Roux, près de 2000, 3000 personnes, eh bien, ces gens-là seront obligés peut-être de prendre un jour, 2 jours pour pouvoir simplement payer leur loyer et ils ne sont pas sûrs de pouvoir. En tout cas, ils s'accordent sur le numéro vert mis en place pour les locataires afin qu'ils informent la SIG des difficultés rencontrées dans leur logement. Il est trop tôt pour en connaître les retombées. Jeudi 29 octobre, une réunion est prévue. Celle-ci devra permettre à la SIG d'apporter des réponses aux doléances des locataires recueillies mardi 20 octobre. Un mot de politique à présent avec la visite aux Antilles de la ministre des Outre-mer Georges-Paul Angevin. Elle est depuis hier sur l'île Sœur en Martinique où elle doit d'ailleurs rencontrer ce midi des jeunes qui doivent participer aux travaux de préparation de la COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Georges-Paul Angevin est attendu ce soir en Guadeloupe, une visite de 2 jours où elle se rendra notamment au Lamentin, au Moule, à Gosier et à Marie-Galante. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Info pratique à présent, comme chaque jour dans cette édition, nous faisons le point sur vos coupures d'eau. Aujourd'hui, c'est la commune de Déé qui sera concernée en raison d'une production insuffisante. Des perturbations, voire des manques d'eau se feront sentir à partir de 22h ce soir jusqu'à demain matin. Direction notre grande région de la Caraïbe. Aujourd'hui, il est question de harcèlement touristique à Saint-Kitts, des banques qui financent des projets d'énergie dans 6 pays des Caraïbes orientales, mais aussi des crèmes solaires qui seraient nocives pour nos récifs coralliens. Voici la Minute Caraïbe par Jean-Luc Icard. À Saint-Kitts-et-Nevis, le ministre du Tourisme, Lindsey Grant, a révélé que certaines compagnies de croisière lui ont indiqué que leurs passagers se plaignent de harcèlement touristique chaque fois qu'ils visitent l'île. Ces compagnies menacent de déplacer leurs navires vers d'autres ports plus respectueux de leur clientèle si aucune mesure n'était prise. Le ministre kittitien a indiqué que sa priorité n'est pas seulement de protéger les croisiéristes qui débarquent sur le port, mais aussi de protéger le produit touristique Saint-Kitts-et-Nevis dans son ensemble. Il s'agit de l'image de l'archipel à l'extérieur. La Banque interaméricaine de développement et la Banque de développement des Caraïbes ont débloqué un prêt de 71,5 millions de dollars pour financer des projets portant sur les énergies renouvelables pour 6 pays de la Caraïbe orientale que sont Antigua et Barbuda, Dominique, Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines. Ces 2 grandes banques internationales ont souligné que ces petits États insulaires ne peuvent atteindre la taille critique pour importer des combustibles fossiles à des prix compétitifs. Il s'agira pour ces pays de changer leur modèle énergétique
pour devenir plus compétitifs et moins dépendants de l'extérieur. Une nouvelle étude publiée dans un journal américain de toxicologie a découvert que les composants chimiques contenus dans la crème solaire représentent une menace écologique sérieuse pour les coraux et les récifs coralliens. L'étude montre qu'il suffit d'une goutte de ce produit chimique, l'oxybenzone, pour provoquer une catastrophe écologique. 80% des récifs coralliens dans les Caraïbes ont été ainsi décimés. L'étude appelle à ce que tous les efforts soient portés pour réduire la pollution à l'oxybenzone, à côté des actions en cours liées à la reconstruction des récifs coralliens. C'est un rendez-vous inédit. Plusieurs chercheurs de la Caraïbe, mais aussi du monde entier, seront présents le 29 octobre prochain au Memorial Act pour une conférence internationale sur les langues de l'Inde dans ses diasporas. Le programme de ces 3 jours de conférence était présenté ce matin au Centre culturel Rémi Ninsouta à Pointe-à-Pitre. C'est la première fois qu'une conférence est organisée sur les fonctions, la préservation et la transmission des langues d'origine de la diaspora indienne. En tout, 35 chercheurs et professeurs d'universités d'Afrique du Sud, des États-Unis, de l'île Maurice, du Suriname ou encore de Trinidad ont répondu favorablement à l'invitation de Fred Negrite. Fred Negrite qui est le président du comité d'organisation de cette conférence internationale. Ses précisions devant la caméra d'Anne-Elisabeth Artsen. Voilà, faites Fred Negrite que l'on entendra dans notre édition ce soir à 19h. Je vous rappelle que cette conférence internationale sur les langues de l'Inde dans ses diasporas se déroulera du 29 au 31 octobre prochain au Memorial Act. Un tout autre sujet maintenant qui a dit que les motos étaient réservées aux hommes. De plus en plus de femmes tentent de passer leur permis moto en Guadeloupe. Un monde que l'on pourrait qualifier à la base de machisme, mais qui se démocratise. Éric Pommier a d'ailleurs pu suivre à Bémao quelques futurs motards qui comptent bien décrocher le précieux sésame. Marie-Danielle, en apprentissage du permis moto depuis un mois, ne pouvait plus concevoir sa vie sans avoir le plaisir d'user la selle d'une moto. Conclusion, elle s'est jetée à l'eau depuis peu. Objectif, obtenir très rapidement son passeport pour rouler en toute légalité. Écoutez, c'est un milieu qui m'a toujours fasciné, c'est un milieu qui m'a toujours intéressé. Et j'ai eu la chance de travailler dans une concession moto pendant un certain nombre d'années. J'ai jamais osé aller jusqu'au permis. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, surtout que ça devient un milieu très très féminin. Donc je me suis lancée, voilà. Cet expert du deux roues avoue depuis quelque temps vivre non pas un phénomène de mode, mais plutôt un mode de déplacement plus pratique pour la jante féminine, sans occulter bien sûr la notion de loisir. Sur une centaine de clients enregistrés sur une année, pas moins de 70 femmes ont franchi le pas. En France, selon un sondage, 25% des conducteurs de scooters et de motos sont des femmes. Ce que Julie, qui est à l'école du permis depuis un mois, traduit par une envie de mettre un peu plus de piment dans sa vie, mais surtout de concrétiser un rêve. Ça a toujours été une passion et puis je suis attirée par la moto. Donc un jour, je me suis décidée, une copine et moi, on s'est dit on va tenter et on ne connaissait rien du tout. Et puis voilà, on y est aujourd'hui et on essaie de voir comment on va faire pour avoir le permis vite fait. Base sécuritaire, comportement à moto, regard, faire corps avec sa machine sont au cahier des charges du permis moto. C'est le prix à payer pour anticiper le danger qui, bien sûr, n'est pas exclu, surtout en deux roues. Julie et Marie-Danielle mesurent bien ce paramètre, pas de quoi froisser leur passion pour la moto. Nous sommes exposés au risque en tant que motards parce que nous n'avons pas de carrosserie, c'est nous qui servons de carrosserie. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir toutes les protections requises, gants, casques et blousons et chaussures de sécurité adéquates pour les motards. Voilà. Oui, j'en suis consciente malheureusement même quasiment tous les jours, puisqu'on entend toujours des accidents par-ci, par-là. Après, je me dis, écoutez, on fait aussi des accidents, qu'on soit à pied, qu'on soit à vélo, qu'on soit en voiture. Donc après, c'est à moi de prendre mes responsabilités et de faire en sorte de faire attention. Elle arrive avec beaucoup plus d'appréhension qu'un homme. Mais elle est beaucoup plus réceptive des informations qu'on lui donne par rapport à un homme. Donc peut-être que la formation est un petit peu plus longue, mais en général, les femmes font des meilleurs motards que les hommes. La moto, un truc de mec, ce n'est plus écrit nulle part. Écoutez, parce qu'il faut mettre un peu de charme dans ce milieu d'hommes, je me dis. Donc, non, mais c'est effectivement, c'est vrai que même on le voit tous les jours sur le plateau d'aujourd'hui. Souvent, on est quasiment que des femmes sur le plateau. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont où les hommes maintenant? Donc, non, mais je pense que c'est la liberté en fait qu'on ressent. Et puis, une femme dans un milieu d'hommes, c'est toujours intéressant.
Allez, on quitte le monde de la moto pour le monde de la culture. En ce moment, le musée Schœlcher à Pointe-à-Pitre accueille des restaurateurs d'art. Ils sont chargés de restaurer 4 statues gréco-romaines, des moulages en plâtre qui ont aujourd'hui 130 ans et qui ont bien besoin d'un rafraîchissement. Le reportage de Muriel Barlagne. C'est la tête du gladiateur Borghese, plus précisément celle de la réplique en plâtre de la célèbre statue exposée au Louvre. Bientôt, elle sera remise en place, tout comme ses bras. C'est sa première vraie restauration depuis sa fabrication au XIXe siècle. Elle a été réalisée par les ateliers de moulage des musées de France, comme les autres statues de la collection constituée par Victor Schœlcher pour l'ouverture du musée qui porte son nom. Une quinzaine de reproductions d'œuvres connues, représentatives des courants artistiques de l'Antiquité. On sait exactement comment en fait, le choix de Victor Schœlcher s'est fait, puisqu'on a retrouvé des lettres qui permettent donc de voir à quel moment, on est en 1885, Schœlcher a eu l'autorisation du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, et pas de ministère de la Culture à l'époque, lui a donné donc l'autorisation d'aller au musée du Louvre pour qu'il puisse faire son choix parmi les œuvres antiques qu'il souhaitait voir copiées. Le musée Schœlcher est donc en chantier pour la semaine, le temps que 2 restaurateurs indépendants venus de Paris réhabilitent 4 statues qui ont subi les outrages du temps. C'est le cas de cette copie de l'Apollon Soroctone. Il manquait sur cette œuvre le bras gauche, le bras droit, la tête du lézard et le pénis de la sculpture. Donc nous sommes venus les remettre en place en les ensemblant au moyen d'armatures, en les collant. Et nous reprenons les bouchages que nous avons réalisés hier pour que la jonction entre les parties anciennes et les restitutions que nous venons de faire soit correcte, pour que les jonctions soient et que l'ensemble soit parfaitement lisible et homogène. Depuis leur arrivée, les statues ont aussi été badigeonnées avec du lait de chaux, ce qui leur donne une couleur grisâtre et poussiéreuse. L'étape finale de ce travail consistera à nettoyer les surfaces et à opérer des réajustements colorés. Et si vous êtes intéressé, sachez que vous pourrez rencontrer les restaurateurs demain au musée Schœlcher à 18h30. On va parler de sport, de football. Le CSM l'a emporté 2-1 hier soir face à la Gauloise. Le match avait lieu aux Abîmes. Une victoire qui permet donc aux hommes de Richard Albert de se qualifier pour le 7e tour de la Coupe de France. Et on saura samedi soir quel autre club guadeloupéen disputera également ce 7e tour. Ce sera soit l'Étoile, soit l'USBM, puisque les 2 clubs se rencontrent donc samedi soir à 20h aux Abîmes. Un mot sur vos prévisions météo pour cet après-midi. Comme vous le voyez sur cette carte, le temps sera plutôt perturbé avec des alternances d'éclaircies, mais aussi des passages nuageux et des averses. Entre 27 et 32 degrés, ce sera les températures pour cet après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec votre magazine Synopsis pour toute l'actualité ciné. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 suivi de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous retrouverai ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.